Bonjour, nous sommes le 25 mars et il est très exactement 11h15. Donc c'est un horaire un peu inhabituel, je vous shoot rarement en fin de matinée, mais voilà, c'est important de respecter de restrictions pour vous tourner cet opus 2 sur le génotype AMY1A, donc de l'amylase salivaire. L'opus 1, si vous l'avez écouté, devrait être écouté avant d'aborder cet opus 2. Je ne garantis pas que je ne vais pas avoir besoin d'un opus 3, mais on va faire vite. Alors, je vous fais les présentations. J'ai le petit Goliath dans les bras, comme souvent. Il y a un certain Oxo qui n'est pas très loin, ok. Et pour le moment, c'est à peu près tout, mais bon, les autres chats sont dans le coin. Donc on verra s'ils pointent le bout de leur nez. Bon, alors, c'est une raison incontournable de shooter cet épisode à l'intérieur parce que je dois accéder à ma documentation. J'ai décidé qu'il fallait absolument vous donner un peu de base scientifique pour cette AMY1A parce que sinon, je vais me faire attaquer. Ça n'a pas encore été le cas. J'ai eu beaucoup de likes et j'ai pas eu de pouce rouge sur mon opus 1, aucun. Bon, par contre, évidemment, le webinaire cétogène a battu tous les records de pouces rouges. Les sectogènes sont à l'œuvre. Mais justement, les sectogènes, ça ne va pas trop leur plaire, cette histoire d'amylase, parce que pour ceux qui ont beaucoup d'amylase salivaire, donc chez qui on trouve beaucoup de copies du gène AMY1A, on va creuser ça un peu aujourd'hui davantage que ce que j'ai déjà évoqué dans l'opus 1, eh bien, ces sujets-là, qui ne sont pas les plus abondants, mais ils existent, il faut en tenir compte. Ils sont bien adaptés, j'ai presque envie de dire très bien adaptés à la digestion des glucides, et donc les forcer à suivre une diète cétogène paraît mal inspiré. Évidemment, il faut tenir compte des autres génotypes. Ça, c'est ce que j'ai couvert dans l'opus 1. Je vous renvoie si vous n'avez pas entendu. Parce qu'évidemment, des ApoE, E2, renvoient eux davantage vers le cétogène. Donc, on peut avoir des instructions un peu divergentes. Et alors, à un moment donné, il faut trouver un compromis. Il faut aller dans une direction plus modérée si vous avez des génotypes totalement opposés. On me pose d'ailleurs souvent la question de savoir si le fait d'avoir certains génotypes de type ancestral va augmenter la probabilité que d'autres génotypes qui restent à explorer, beaucoup d'entre vous ont leur ApoE, ont leur DIO2, mais se pose la question de savoir s'il faut faire l'amylase 1A. Je crois que la réponse est oui, parce que rien ne permet de prévoir ce qui va se passer. C'est pas parce que vous auriez par exemple un génotype homozygote ancestral du DIO2, donc vous seriez très paléolithique pour ce génotype-là. Évidemment, il n'y a absolument aucune indication que vous allez être plutôt paléolithique pour l'amylase. Il faut tester, chaque gène poursuit son aventure au fil des migrations, et je vais vous dire que les migrations, on sous-estime énormément
l'ampleur et le nombre de migrations auxquelles on a été soumis, donc tout est très très mélangé. D'ailleurs, à ce sujet-là, petite anecdote, je viens encore de trouver 2 patients intolérants au lactose, donc avec forcément, donc des adultes, hein, donc avec forcément 2 copies d'intolérance au lactose venant une de chaque parent, et les 2 parents, dans ces 2 cas-là, donc les 2 parents, ce qui fait 4 parents, hein, vous savez que 2 fois 2 font 4, eh bien tous ces parents qui étaient apparemment bien français depuis pas mal de générations, autant qu'on sache, et pas des régions, on va dire, méditerranéennes, où bien entendu on sait que l'intolérance au lactose est beaucoup plus importante. Eh bien, voilà, on a dans ces 2 cas-là des parents qui ont donné, qui ne sont pas nécessairement eux intolérants au lactose, parce que s'ils ont des copies différentes, donc s'ils sont hétérozygotes et qu'ils ont donné la copie de l'intolérance au lactose à leur enfant, eux ne le sont pas, mais ces 2 patients-là, heureusement que j'ai vérifié, j'avais hésité, et je me suis dit, bon, on va quand même par sécurité vérifier. Donc, il y a des intolérances au lactose peu prévisibles chez des gens dont l'ascendance à première vue est plutôt nord-européenne, et là on s'attend à une tolérance au lactose qui n'y est pas nécessairement. Bon, je trouvais que c'était intéressant quand même de vous donner ça. Donc c'est bien la preuve que dans les génotypes, on ne peut pas présager, on ne peut pas prédire, il faut tester, et connaître certains génotypes ne dit rien des autres. À ce sujet-là, on pourrait dire que l'intolérance au lactose est la version, là aussi, ancestrale, hein, puisqu'il faudra que je vous donne des informations, il faudra que je shoote une vidéo spécifique sur l'intolérance au lactose. Ça fait un bout de temps que je me dis que je dois le faire, parce que ça, c'est encore une évolution très récente, hein. De mémoire, on parle de moins de 10 000 ans, okay, dans le génome humain. On va revenir sur ce sujet-là dans une minute. Bon, à ce train-là, il va nous falloir un opus 3. Donc, on avance, ce que j'avais déjà envisagé dès le départ, hein, parce qu'aujourd'hui, on va faire quelque chose de plus scientifique, de plus rigoureux, pour que les cétogènes extrémistes ne me tombent pas dessus et renvoient l'amylase salivaire dans la même poubelle scientifique que ce qu'ils ont fait avec l'ApoE4. Donc, je vous donne des faits. Okay. Le premier article que j'ai pu identifier, qui me paraît vraiment le point de départ de cette aventure de l'amylase salivaire, a été publié en octobre 2007, donc il y a déjà 16 ans et demi, mais dans une grande revue médicale de prestige, hein, qui est Nature Genetics. Voilà. J'ai vérifié pour vous, pour être certain, mais je me semblais bien que l'abréviation NatGenet, c'est bel et bien un des journaux du groupe Nature, hein, qui est donc très réputé. Et alors, ce sont des recherches fondamentales. C'est pas un domaine où on trouve vraiment des conflits d'intérêts. Ceci, c'est de la recherche fondamentale sur des sujets qui ne débouchent pas sur des applications commerciales. En tout cas, c'est très très indirect si c'est le cas, et je ne vois pas bien à quoi ça pourrait rimer ici. Donc, de la qualité, et ici, ce sont différents auteurs d'universités américaines, Arizona, Boston, Santa Cruz en Californie, encore Arizona. Il y a des Anglais aussi dans le coup, il y a l'université de Stanford en Californie, donc c'est du sérieux. Et donc, c'est eux qui... Alors, je vous lis le titre de l'article. Hein. J'essaie de faire des traductions en pied levé. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Ben, bon, vous aurez
tous ces articles dont je vous parle en lien dans la post-description de cet opus 2, que je n'avais pas mis à l'opus 1, je l'ai fait exprès parce que je trouvais mieux de les mettre après les explications. Et même s'il y a un opus 3, je vous mettrai les articles en lien parce que j'en parle et donc vous pourrez aller les consulter et aller les voir in extenso sur PubMed. Hein, tout ça est sur PubMed. Et donc, le titre de l'article, je ne sais pas si je finis ma phrase, je ne finis pas toujours mes phrases malheureusement, la diète et l'évolution, je n'ai pas fini, mais je me rends compte que je n'ai pas encore dit ça, donc la diète, l'alimentation et l'évolution du CNIV, Copy Number Variation, du gène de l'amylase humaine. Okay, bon, ça c'est le titre. Et donc, vous pouvez aller regarder ça, soit dans le lien, soit directement sur PubMed. Et donc, je pense que vous lire l'abstract, hein, c'est vieux, hein, il y a 16 ans de ça. Ça m'étonne que, à ma connaissance, il n'y a aucun médecin qui s'intéresse à ça. Enfin, en tout cas, aucun médecin en médecine fonctionnelle qui essaye, comme le veut la médecine fonctionnelle, de personnaliser l'alimentation en fonction des différents marqueurs sanguins. Alors, comme je vous l'ai dit souvent, quand en médecine fonctionnelle, on fait 100 tests, ça m'arrive souvent de faire 100 tests, c'est peut-être beaucoup, bon, moi, disons que j'essaie de résoudre des cas complexes avec des gens qui se donnent les moyens. On n'est pas obligé évidemment de faire 100 paramètres, hein. On peut en faire 20 ou 10 si on veut, mais si moi j'en fais 100, ben, les 3 génotypes que je demande sont figés, définitifs, voilà, c'est pour toute la vie, alors que les 97 autres paramètres, eh bien, je vous garantis bien que si vous me mettez au défi de les modifier à la hausse ou à la baisse, que ce soit avec des suppléments ou des changements alimentaires, ou des suppléments qu'on arrête ou qu'on augmente, etc., et évidemment tous les changements alimentaires, eh bien, on peut modifier sans exception les 97 autres paramètres, les génotypes. Il va falloir faire avec, comme on dit en belge, et il vaut donc mieux les connaître. Et donc, je vous lis cet abstract, je le trouve très important. La consommation de féculents est une caractéristique dominante des sociétés pratiquant l'agriculture. Bon, ça, c'est la révolution du néolithique. Mais aussi, et ça va venir plus loin, des chasseurs-cueilleurs dans des environnements arides. Parce que dans les peuplades de chasseurs-cueilleurs que je vais vous présenter plus loin, je crois qu'il y a les Hadza qui sont beaucoup plus végétariens. Je les connais pas très bien, il y en a qui s'y intéressent beaucoup, et c'est un groupe intéressant. Mais donc, ils font un peu exception parce que, en général, comme on le dit ici, je reviens à mon abstract, au contraire, les chasseurs-cueilleurs des zones humides et donc dans la forêt primaire, rainforest, je ne sais plus comment on dit en français, la jungle, si vous voulez. Je trouve que rainforest, c'est quand même mieux. Enfin bon, je suis désolé. Et aussi dans les hautes latitudes, les chasseurs-cueilleurs qui vivent dans ces régions-là consomment beaucoup moins d'hydrates de carbone. Ces différents comportements vis-à-vis de l'alimentation amènent la possibilité que différentes pressions de sélection ont joué sur l'amylase salivaire humaine, cette enzyme responsable de la décomposition, de l'hydrolyse des féculents. Et alors, bon, voilà, c'était la première fois qu'on
qu'on débarquait avec ça, et qui est quand même la base de tout ce que je suis en train de vous raconter, on s'est aperçu que le nombre de copies de l'AMY1A est positivement corrélé avec les niveaux d'amylase salivaire. Donc, si on a plus de copies du gène, hein, donc c'est un CNIV, je vous renvoie à ce que j'ai dit dans l'opus 1, copy number variant. Ici, on travaille non pas dans un enzyme qui est plus efficace ou moins efficace, ça c'est ce qui se passe avec les single nucléotides polymorphismes. Vous voyez, c'est des petites altérations de l'enzyme qui fait qu'il est soit ultra performant, soit paresseux. Donc ici, on multiplie le gène. Et évidemment, plus il y a de copies, plus il y a d'amylase. Au fait, ça c'est intéressant, mais ça date déjà évidemment cet article, il y a plus de 16 ans. C'est un des tout premiers gènes dont on s'est rendu compte qu'il était soumis à un CNIV, un copy number variant, dans le génome humain. Et donc ça a suscité beaucoup d'intérêt, mais on en a trouvé d'autres depuis, dont je ne vous parlerai pas pour le moment, en tout cas parce qu'ils n'ont pas un intérêt direct avec les sujets qui nous préoccupent. Et bon, voilà la conclusion, la phrase de conclusion de cet abstract, c'est qu'un nombre plus élevé de copies de l'amylase salivaire va très logiquement améliorer la digestion des aliments glucidiques, donc des hydrates de carbone. Okay. Bon, alors, j'ai un peu farfouillé dans la dernière vidéo en vous annonçant le RS du génotype que j'utilise, qui est d'ailleurs celui qui va être utilisé plus avant dans cette démonstration scientifique. Ceci dit, attention, il y en a d'autres. Il y en a certainement 3 autres qui ont un intérêt. Mais bon, je n'ai pas voulu commencer avec quelque chose de trop compliqué. Celui-ci est quand même le génotype, la variation génomique qui a été la plus étudiée dans la littérature scientifique. Et donc, c'est celle pour laquelle on a des références. J'ai le projet d'ajouter 3 autres RS, toujours sur l'amylase salivaire 1A, par après, si le laboratoire veut bien me les fournir. Je crois qu'ils y travaillent. Mais bon, ne compliquons pas trop les choses. Celui-ci est quand même le princeps, c'est celui sur lequel je me base. Mais on pourra probablement un peu affiner. Et d'ailleurs, je vous parlerai un peu plus avant de l'amylase pancréatique humaine. Parce que je vous ai parlé de l'amylase pancréatique chez les canidés, mais j'ai aussi des données ici sur l'amylase pancréatique humaine qui sont intéressantes. Donc le RS, oui, on m'y reprend, hein. Je ne vous donne pas le RS, j'annonce un RS, je ne vous donne pas. C'est 3 x 1, 85, 0, 98 ou 0,98 si vous préférez. Donc 1, 1, 1, 8, 5, 0, 9, 8. Voilà, et avec ça, vous pouvez retrouver dans la littérature scientifique et sur Internet plein de données supplémentaires. Ok ? Bon, voilà un ancien article. Alors, l'article suivant, il a fallu presque une dizaine d'années, il date d'octobre 2016, paru dans un journal médical qui a trait au diabète, c'est un peu logique. Hein, voilà. Ici, de nouveau, vous avez tout ça en lien dans votre description. Bon, c'est intéressant cet article-là parce qu'il y a un petit préambule qui insiste sur finalement l'importance de la salive. Si vous voulez, la salive, ça a l'air comme ça, juste un lubrifiant, mais la salive est une composante essentielle de ce qu'on appelle
la phase céphalique de la digestion. Okay, et la phase céphalique de la digestion inclut aussi le fait de voir les aliments qu'on va manger. Ce qui est intéressant, parce que, vous savez, il y a comment est-ce que ça s'appelle ça, des instinctivores, ou, bon, pas les instinctivores. Bon, enfin, vous voyez à quoi je fais allusion. Donc, des gens qui considèrent que c'est intéressant d'être attiré par des aliments pour les consommer. C'est pas tout à fait ridicule, mais bon, évidemment, il y a plein de composantes, et se baser que sur ça, je pense que c'est quand même un peu léger. J'ai quand même envie de connaître mes génotypes et d'en tenir compte pour mes choix alimentaires. Et puis alors, donc, il y a la vue, il y a l'odorat, très important, ok. Et donc, il y a toute une préparation, si vous voulez, que le cerveau va intégrer avec ses différents organes senseurs et déjà mettre en route une forme de digestion qui est adaptée à ces informations-là. Et donc la salive, alors je vous dis comme ça en diagonale parce que bon, il faut qu'on avance. La salive joue un rôle majeur dans la digestion des aliments. Mais la protéine la plus abondante dans la salive, c'est l'amylase. Et donc ça, c'est la phase glucidique initiale, mais primordiale de la digestion des glucides. J'ai déjà abordé cette notion-là la fois dernière, mais dans l'opus 1, mais j'insiste aujourd'hui, parce que j'ai eu des critiques assez bien, pas des critiques, mais des bémols, comme quoi, dès qu'on avalait, c'était neutralisé, l'amylase est sensible au pH acide, en dessous d'un pH 4, elle est inactivée, et bon, dans l'estomac, on est dans des pH 2, quelque chose comme ça, donc le pH plus c'est bas, plus c'est acide, hein, je vous rappelle, et donc on peut se dire, oui, mais finalement, beaucoup de foin pour peu de choses. Bon, deux bémols ici, deux réponses à ce bémol plutôt. D'abord, c'est bien pour ça que j'insiste et je vais pesamment répéter ce que j'ai dit, surtout quand on mange des féculents, si on en mange, ok, hein, il y en a qui n'en mangent pas du tout, bon, ok, ça pourrait leur convenir, hein, selon leur génotype, je pense. Mais en tout cas, il y a quand même une majorité des gens qui mangent des féculents. Quand vous mangez des féculents, peu ou prou, vous aimez cette expression, vous devez les mâcher pour les imprégner de salive. Et d'ailleurs, si vous êtes dans un environnement trop stressant, si vous mangez comme ça sur le coin de la table, en courant, le stress réduit la sécrétion de salive. Donc, on entend toujours dire, et ça je suis tout à fait d'accord, c'est très naturopathique, mais c'est aussi tout à fait médical, il faut manger dans le calme. Il faut se créer une bulle d'une demi-heure pour manger, même si c'est dans un environnement de travail, etc. Voilà, il faut se calmer un peu et manger relax, sinon il n'y a pas de salive. Et alors, non seulement il faut de la salive, mais il faut mastiquer pour que cette salive, avec son amylase, imprègne les glucides. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on obtient le meilleur de ce qu'on peut produire au niveau de la digestion glucidique. Mais indubitablement, cette digestion va varier selon ce que les personnes possèdent comme copie de l'amylase salivaire, vers le plus ou vers le moins. Dans l'amylase, dans l'estomac, cette amylase, en fait, elle ne va pas être directement exposée à un pH trop bas parce que arrive dans l'estomac le bol alimentaire et le pH ne descend pas si vite que ça, surtout au milieu des aliments.
Donc, c'est pas comme si ça franchit la valve séparant l'œsophage de l'estomac, et puis boum, toute l'amylase est désactivée parce que le pH est super acide. Ça va se faire progressivement, et donc la digestion des glucides se fait dans la bouche, on mâche, on prend son temps, on réduit tout en bouillie, on avale, ça descend, et puis même dans l'estomac, ça va encore se poursuivre pendant un certain temps. Donc la contribution pancréatique qui va exister, parce qu'il y a des amylases, il y a de l'amylase pancréatique, on en parlera, eh bien, n'est pas majeure. C'est bien cette amylase salivaire qui compte. Et alors, pour en finir avec cet article, donc c'est la digestion qui va vers, on en a parlé la fois dernière, le trisaccharide maltotriose et le disaccharide maltose, qui vont être découpés par la maltase, et on va avoir au bout du parcours du glucose. La maltase se trouve dans la bordure en brosse de l'intestin grêle. Okay. Et alors, bon, voilà, on nous dit ici que les amylases pancréatiques sont identiques, mais là, le génotype sera AMY2. 1, c'est pour la salive, 2, c'est pour le pancréas. Okay. Et alors, ce que je vous propose ici, pour en finir avec cet article-là, vous voyez qu'il va nous falloir évidemment un opus 3, mais je le sentais venir. Je vous ai fait aussi certains rappels qui me semblent intéressants. Les carnivores obligés, comme les chats, n'ont jamais d'amylase salivaire. Mais les animaux qui se nourrissent de racines, de fruits qui ne sont pas mûrs, de graines, de bulbes, qui donc tous apportent des féculents, présentent des activités d'amylase salivaire plus élevées. Donc, il y a un lien trans-espèce entre la teneur de l'alimentation en glucides et la quantité d'amylase qu'on retrouve dans la salive. Bon, là, on parle pas des félins, on parle pas des canidés. Bon, ceux-là n'ont pas d'amylase salivaire, mais on retrouve de l'amylase salivaire, évidemment, chez les rongeurs, par exemple, chez certains herbivores, me semble-t-il avoir lu. Alors, une petite parenthèse intéressante, et à mon avis, on en aura fini pour cet opus 2. Je vous avais dit que je n'allais pas vous parler de l'amylase, des copies d'amylase chez les singes. Eh bien, si, bon, j'ai l'information, parce que je ne l'avais pas, que ce soit chez les grands singes ou chez les chimpanzés qui sont très proches de nous, il y a 2 copies de l'amylase salivaire. Il y a quand même une exception, ce sont les bonobos qui ont 4 copies de l'amylase salivaire. Mais dans ces espèces-là, il n'y a pas de variation interindividuelle comme chez les humains. C'est 2 chez les chimpanzés, 4 chez les bonobos. Donc vous voyez que l'humain se différencie très fort, puisque chez l'humain, je vous le rappelle, on peut monter jusqu'à 18 copies de l'amylase salivaire. Bon ben voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Il y aura encore un opus 3. Il y a encore pas mal de choses à dire. C'est un sujet très important et très exclusif. Je suis très content d'être tombé là-dessus et de le développer pour vous. OK ? À vendredi prochain, opus 3. Bye bye. Oh, Goliath. Oh, le petit Goliath. Le petit Goliath, il est un peu fatigué. Il a fait la meilleure semaine depuis des années la semaine dernière. Et comme il fait toutes ses promenades en compagnie d'Oxo, ils sont un peu capoutes. Mais après-midi, ça se réveille et ça promène. Allez, je vous laisse.